Si à ses débuts, le jeu vidéo a mis le spectre de la narration entre parenthèses et a concentré ses âmes majoritairement sur le gameplay et la jouabilité, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il aille chercher du côté de son grand frère le cinéma, des séries et de la littérature, pour voir émerger des jeux narratifs, ou même maintenant des jeux dont la narration est totalement inclue dans le gameplay. Le sujet est vaste, et c'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste, Thibaut Claudel, aka République, auteur, ancien de chez Comics Blog, et capitaine de la Outrider et du Land Rider, respectivement des podcasts références sur Star Wars et Warhammer. Salut Thibaut. Salut Karl, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour l'invitation. Mais je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté, c'est super sympathique. Et je suis Et très content de pouvoir parler de ce sujet. Ça fait longtemps que j'attends qu'on m'invite dans un podcast. Donc, pour parler de ça spécifiquement, moi-même, j'avais hésité. Je me suis dit, mais m'interviewer moi-même, c'est plutôt moyen et tout. Ça va donner ça part des idées aux en gens. ego Voilà. trip à la C'est ça, Musk. exactement. Alors voilà, c'est super de te voir aussi motivé en plus. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la narration, c'est ce qui me parle le plus en général, que ce soit même au-delà du jeu vidéo. Mais c'est vrai que la narration du jeu vidéo, elle a tellement de particularités qu'on va pouvoir aborder ici. C'est un sujet assez passionnant. Et donc, déjà, bah, on va parler de ça. Est-ce qu'il y a des différences notables dans l'écriture d'un scénario pour le jeu vidéo par rapport à d'autres médias? Bah, et alors, comme tu l'as un petit peu dit en intro, forcément, on compare souvent les médias entre eux. Après, oui, il y a pas mal de différences. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs podcasts sur chacune de ces Bien différences, voire sûr. même les différences de manière générale, essayer de les identifier. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. C'est un peu un préambule d'ailleurs à cet échange. Il y a des narrative designers qui auront sans doute d'autres avis et des gens qui peut-être travaillent dans le jeu vidéo et qui auront aussi des avis différents. Moi, je vois au moins trois choses. Il y a le côté interactif et le côté non linéaire. Donc ça, c'est une chose en fait plutôt, parce que interactif veut pas forcément dire non linéaire et vice versa. Donc ça, c'est sûr qu'il y a pas mal de médias qui n'ont pas cette possibilité-là, donc ça nous rend un petit peu unique. Il y a après du côté de la production que ça se passe avec le côté itératif en fait du jeu vidéo. Je rentrerai dans les détails si ça Ouais. t'intéresse. Et effectivement, après, il y a un troisième truc, ça m'est un peu plus personnel, mais c'est une expression que j'emprunte à un monsieur qui s'appelle Kurt McClung, qui est un narrative designer lui aussi, et qui a été mon prof en narrative design, qui a travaillé notamment sur le dernier Ghost Recon, Breakpoint, D'accord, ouais. pour ceux qui connaissent. Et donc enfin, il a une carrière de plusieurs dizaines d'années, donc c'est très clairement pas son seul jeu, mais c'est le gros jeu pour lequel on le connaît peut-être maintenant. Et lui emprunte cette expression, le jeu vidéo est la somme de tous les autres médias, au sens où il y aura des éléments qui se rapprochent effectivement du cinéma, et donc par exemple le terme cinématique, Mm. bah forcément nous parle et nous vient à l'esprit. Il y a effectivement aussi tous ces éléments de lore, ces morceaux de texte qui rappellent peut-être plutôt la littérature, voire même des correspondances un peu épistolaires. Donc en fait, il y a énormément de genres et de médias qui sont compilés dans le jeu vidéo, qui lui donnent à la fois son côté très riche, très dense, mais aussi parfois son côté un peu, bah voilà, ça part dans tous les sens, les gens sont un peu perdus et potentiellement bah, finissent par lâcher la manette ou à se dire que quelque chose de linéaire et de non interactif est peut-être plus simple pour eux. Voilà. Ça, Mais on peut rentrer dans les détails si tu veux. ouais, bah vas-y, avec plaisir. Moi, ça me fait penser ce que tu disais aux gens qui peuvent lâcher très vite la manette. C'est assez marrant à voir. J'avais checké les stats des Assassin's Creed il y a pas très longtemps, et il y a Ouais. que 3% des joueurs qui vont jusqu'à la fin. Juste Ouais. le simple succès de avoir fini l'histoire. Ça atteint que 3% des joueurs aujourd'hui. Et, je Bah trouve ça. c'est même pas étonnant. Et pour te dire, moi, j'avais entendu au sein de l'industrie des gens dire que c'est 3% de manière générale, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que pour les Assassin's Creed Ouais, qui bien sont des sûr. jeux très longs. C'est-à-dire qu'il y a 3% de joueurs qui lâchent la manette avant la fin du jeu. Et je crois qu'il y a des stats même complètement insensées que j'avais vu passer, puisque je crois que c'est notamment tous les gens qui travaillent avec Steam peuvent voir ces statistiques-là, il me semble. Et donc du coup, tu peux voir à partir de quelle minute en fait les joueurs commencent à faire menu, quitter D'accord. le jeu au retour au bureau.
Et je crois que ouais, en fait, les 3 premières heures et la première heure sont particulièrement meurtrières en fait, hein. Mais c'est comme les premières pages d'un bouquin d'une certaine manière. Peut-être un peu moins les quelques minutes de film, mais je pense que si on avait par exemple un temps que les streamings, ça fait vraiment, j'ai 50 ans, mais avec les plateformes de streaming, pardon, bon, je l'imagine qu'on verrait peut-être des choses assez comparables, quoi, de dire ouais, les gens ils commencent, je sais pas, la nouvelle série Netflix, finalement c'est chiant, donc ils vont pas au bout de Ouais. l'épisode. Mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, là où c'est parfois triste, c'est que bah, il y a des centaines d'heures qui t'attendent encore Et et ouais, c'est potentiellement que exactement. tu n'auras jamais découvert, quoi. C'est ça, totalement. Donc oui, si tu voulais rentrer dans les détails, avec plaisir. Ouais, bah, le côté non linéaire et interactif, on en parle déjà un petit peu là depuis le début. Forcément, ça a quelque chose d'unique. Alors, il y a, quand on dit non linéaire, des petites précisions à faire parce qu'il y a des films en fait qui se déroulent de manière entre guillemets non linéaire avec des flashbacks, des choses comme ça, ou voire même des trucs qui vont beaucoup plus loin dans le délire. Et je ne citerai pas Christopher Nolan, mais vous voyez de quel film on veut parler Oui. parce que ce n'est pas un podcast cinéma aujourd'hui. Mais donc en fait, c'est la non-linéarité n'est pas forcément un truc inné aux jeux vidéo. Mais on parle pas forcément de ça, de décomposer l'histoire et de la recomposer comme on veut, mais potentiellement de ne pas aussi contrôler le rythme, et, voire même d'offrir ou de laisser, parce que des fois c'est pas toujours intentionnel, la possibilité au joueur ou à la joueuse en fait, j'allais dire de faire n'importe quoi, c'est pas exactement ça, mais de faire peut-être de passer au point B avant d'avoir vu le point Mm, A et donc devoir réfléchir à qu'est-ce qui se passe en termes de c'est narration ça. quand ça se passe. Et généralement, on a deux solutions. La première solution, c'est en fait, on fait des dialogues très vagues qui peuvent expliquer pourquoi peut-être parfois certains jeux donnent l'impression que les dialogues sont très génériques et pas hyper intéressants ou pas très personnels. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, je dire. vois ce que tu veux dire. J'ai en tête en exemple, bon là c'est un peu plus poussé, mais Witcher 3 qui avait pris les mecs de CD Projekt qui avaient pris en Ouais. considération tu peux trouver les monstres que tu traques avant d'avoir pris le contrat et ensuite passer au village et on te dit ah mais vous avez tué telle bestiole et du coup ça anticipe cette décision que tu avais pris que tu aurais pu prendre de prendre le contrat ici. Exactement. Et c'est un super exemple parce que du coup on pourrait je sais pas exactement comment ils l'ont fait d'un point de vue technique, mais l'illustration est assez parlante parce que ça veut dire que potentiellement le dialogue où on te paye pour avoir tué le monstre euh, ne doit pas forcément faire référence au fait que tu as déjà parlé à ce Bien personnage. sûr. Donc par exemple, alors après parfois ça le fait hein, dans certains jeux vidéo entre guillemets, il y a une abstraction, on dit bah tant pis, on n'a pas les moyens parce que ça coûte cher en fait de faire Mm. tous ces choses-là. Pourquoi entre parenthèses ça coûte cher? Parce que dans un jeu doublé, ça veut dire qu'il faut doubler plusieurs fois les mêmes lignes et leur donner des alternatives. Mhm. Et les alternatives impliquent d'un point de vue technique de créer des embranchements. Et donc en fait, savoir si le joueur a tué le monstre avant d'avoir rencontré la personne qui lui demande de le tuer, est-ce qu'il peut le faire, sous quelles conditions, etc. Tout ça, c'est des embranchements et des choix techniques en fait de programmation qui coûtent cher à développer parfois et parfois même peuvent ne pas fonctionner parce que on se rend compte que économiquement, je veux dire, au sens où très peu de joueurs font ça, donc on va pas Mhm, bien développer sûr, ouais. pour les 3% qui 3% qui est visiblement le chiffre de ce podcast, mais qui vont essayer de faire ça. Donc voilà pourquoi c'est la non-linéarité fait que ça peut être assez compliqué, mais en même temps assez fascinant, hein. Bien sûr. C'est en partie le challenge et la beauté du truc. On peut malheureusement pas tous, comme CD Projekt ou d'autres, aller jusqu'au bout et proposer voilà ces alternatives-là, etc. Euh, Après, il y a le côté interactif aussi qui rentre un peu dans la même idée. C'est pour ça que je les mettais un peu dans la même sur la même ligne. C'est que en fait, effectivement, quand on interagit, on choisit à la place entre guillemets du metteur en scène dans un film ou du romancier pour la littérature. Quand il s'agit d'un roman du moins, Mm. mais donc du coup ça veut potentiellement dire que le mec notre bon Witcher va se balader dans la forêt et admirer les petits oiseaux et les Exactement, chevaux avant tout d'appuyer simplement. sur le bouton. Et ça veut dire que on peut parfois avoir des impressions. Je pense que tous les gens qui ont joué un jour aux jeux vidéo le savent, mais ce côté parfois un personnage nous parle et on n'a pas vraiment l'impression qu'il est au courant, soit de ce que nous on vient de vivre, ou soit un peu de l'urgence du moment ou du. Il y a un côté un peu tiens cette réplique marche à tous les coups, mais moi là ça m'arrive beaucoup.
dans les mondes ouverts en fait. Et donc Witcher 3 en est un, mais effectivement, Et on les n'est jamais MMO. vraiment. Ouais, et les Les MMO MMO, par effectivement exemple, où aussi. c'est Ouais. en ce moment là, je fais une petite digression, mais je suis sur FF14, tu vois, Final Mhm. Fantasy 14, et c'est vrai que tu es dans l'arc narratif Endwalker où c'est la lune qui va s'écraser un peu à la Majora's Mask, et les personnages s'empêchent pas qu'ils disent ah salut, ça va, belle Ouais, c'est journée. ça. Et donc du coup, c'est vrai que bah il y a ce que moi j'appelle les abstractions, c'est-à-dire qu'en fait, bon, oui, le joueur est habitué un petit peu à ça, et c'est pas grave. Après, sinon aussi, il y a des choix et de dire, bah en fait, voilà, ce personnage va être à mort dans l'urgence parce qu'il y a un danger, mais donc ça veut dire que à chaque fois que tu passeras par cette maison qui est potentiellement brûlée, enfin tu vois, menacée par un incendie, eh ben elle sera en train de brûler quoi qu'il arrive. En fait, elle Mhm. aura pas brûlé Oui, genre 2 heures plus tard. oui, Ou alors on peut imaginer un jeu à un budget limité où ça arrive bien vraiment sûr, et en mais fait des quêtes brûlent sous tes yeux, mais là ça va chercher très très loin et économiquement ça risque d'être très compliqué Peter pour Molineux. et exactement. Là on est vraiment dans le fantasme en fait, mais c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ça nous montre qu'il y a encore énormément de Mm, potentiel et aussi bien le sûr. côté un peu tu vois démiurge, le côté ouais on est des dieux, on gère une histoire où en fait tout ce fameux aussi tout ce qu'on appelle émergent Mm, en fait dans le milieu, c'est-à-dire gameplay ou narration émergente, de dire en fait c'est des choses qu'on n'a pas forcément prévues, mais les systèmes interagissent entre eux et s'il y a un système comme quoi la quête dure dans le temps parce que la maison va brûler et donc potentiellement il y a un système où plus la maison brûle et plus les dialogues sont pressés, donc les dialogues sont enregistrés 3, 4, 5 fois. Donc on peut aller très très loin et ça fait la spécificité du jeu vidéo, non pas que le cinéma soit limité, mais c'est pas les mêmes armes ou les mêmes outils à bien sa sûr. disposition, par exemple. Donc voilà. Et puisque je parlais en fait du côté, monétaire, pas mal. J'ai déjà un petit peu embrayé là-dessus, mais c'est vrai que la production change beaucoup. Et pour faire la comparaison avec le cinéma, parce que je pense que c'est un référent que les gens connaissent assez, même si avec les romans, il y a le manuscrit, et puis voilà, on écrit un manuscrit, on l'envoie à un Mm, éditeur, et puis ensuite on fait les révisions, etc., jusqu'à la publication. Avec un film, généralement, on part d'un scénario, même en fait, le concept le plus cynique à Hollywood part au moins d'une idée, d'un truc, de adapter quelque chose. Et ensuite, ce scénario et ces différentes révisions vont servir. Donc déjà, lui est linéaire, en fait, au sens où si on n'a pas le scénario, ben on part pas en production, même si Hollywood essaye de le faire parfois et que ça marche oui, moyen. Mais donc en fait, on a cette espèce de document référent sur lequel on va recruter les acteurs, sur lequel on va fédérer en fait les gens. Et ensuite, bah, c'est effectivement au réalisateur, aux comédiens, etc., de l'interpréter sur place. On ne réalise pas toujours les scènes dans l'ordre chronologique, mais il y a quand même un côté, on sait vers quoi on tend. Il y a aussi après le montage forcément qui va amener sa patte, mais globalement, on est sur quelque chose de l'ordre un peu du enfin, c'est segmenté, quoi. Il y a une chaîne d'assemblage mm, et plus ou moins définie selon les productions. Mais pour le jeu vidéo, c'est très différent parce que en fait, on repart toujours pas toujours, mais on repart quand même régulièrement en arrière avec la chaîne d'assemblage. Donc c'est un peu une espèce de boucle. C'est à mon sens lié à deux choses, c'est que bah, en fait on crée tout ex nihilo. ouais. Donc on sait pas si ça marche en fait. C'est-à-dire que on n'a pas de scénario. Le document un peu référent pour le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle un game design document ou un GDD ou GDD. Vous verrez peut-être passer ça si vous faites des recherches. Et en fait ça n'a pas forcément de forme très définie, mais c'est souvent une espèce de grosse encyclopédie de ce que le jeu voudrait être. Et généralement, à la fin, on est assez éloigné de ce qu'on a fait, sauf sur les points qu'on a vraiment réussi. Oui. Et on est obligé de faire des sacrifices. Mais donc on dit voilà, ça sera telle mécanique et en fait en appuyant sur telle touche, on va avoir tel type de gameplay. Et ben parfois on y arrive et on se rend compte que ça marche. Parfois on y arrive et on se rend compte qu'en fait c'est nul. Et parfois on n'y arrive pas. Et donc il faut changer de feature, donc de mécanique en fait de Mhm, de gameplay. gameplay, ouais. Et du coup, ça veut dire que, bah, en fait, tout est effectivement créé ex nihilo. Même quand on fait une suite et qu'on y réutilise peut-être des assets parce que c'est dans la même, je sais pas, si on fait, je sais pas, God of War et God of War Ragnarok, on peut imaginer que oui, bon, bah, on va embellir les choses, mais globalement, on va peut-être réutiliser un certain nombre de trucs ou des DLC, par exemple. C'est aussi Mhm, pour ça que l'industrie c'est pas mal, à mon avis, fédérée autour de ça. C'est que c'est un moyen de rentabiliser tout ce qu'on fait.
Mais c'est un peu la même logique hein, parfois dans le cinéma, ou en tout cas à une certaine époque, parce que maintenant c'est beaucoup les effets spéciaux, enfin je veux dire les images Numérique. CGI et Ouais, c'est puis il y a numérique les fonds plus que. verts. Ouais. Mais à l'époque, c'était, on revoyait les mêmes décors de péplum d'un film à l'autre parce que ça coûtait cher, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on Hmm. procède. Et quand ça marche pas, bah, il faut itérer. Donc ça, c'est un peu le côté aussi qui fait que le jeu vidéo a besoin de revenir. Il y a ce côté ex nihilo. Des fois, ça marche pas. Et ensuite, même quand ça marche, le seul moyen de d'améliorer, bah, on dit pas, tiens, on améliorera en post-production ou le montage va nous sauver de Non, cette bah non, réplique parce que. dégueulasse. Donc, Le- on essaye de le faire entre guillemets en direct. Alors c'est souvent dans des espèces de cercles, et je crois que tu avais une question là-dessus, parce que tu m'as envoyé le programme pour tout dire à nos Et oh là auditeurs, là, c'est fou. Le oui, backstage est dévoilé. sur effectivement enfin à quel moment j'interviens, Ouais, et j'en voilà, parlerai carrément. peut-être à ce moment-là. Mais du coup effectivement on a des phases un petit peu, voilà, ça c'est une phase plutôt où on va polir le diamant, et ça c'est une phase où on le recasse et on le Ça. recolle, et voilà. Donc Et cette alternance fait que c'est très enfin, c'est très spécifique aux jeux vidéo et c'est ça ouais, la spécificité, quoi. c'est ça. Et tu as parlé de diamants et du coup, je vais profiter pour en rebondir. Et est-ce que du Vas-y. coup, en parlant de diamants, est-ce qu'il y a des scènes de jeux vidéo du coup que tu pourrais, dont l'écriture t'a particulièrement marqué et qui t'ont donné un peu envie, qui t'ont donné la flamme pour écrire. Bah, alors, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Je sais pas si tous m'ont donné la flamme pour écrire. J'ai voulu écrire des jeux vidéo il y a assez longtemps maintenant, à une époque où je savais même pas vraiment comment ça fonctionnait, ni même si ça existait. C'est bizarre parce que en fait, je me doutais bien qu'il y avait des humains qui faisaient ces trucs-là, mais j'avais un petit peu un côté, oh, ça doit être des mecs qui font autre chose et qui de temps en temps écrivent. Et pour le coup, c'est entre guillemets pas si éloigné de la réalité en fait. C'est-à-dire que les Hmm. premiers narrative designers, souvent, c'est des gens qui n'étaient pas que dédiés à l'intrigue ou à la narration, mais qui ont fait le truc. Bref, j'ai le plus vieux souvenir que j'ai retrouvé pour le podcast, c'est une scène de Gears of War 3. Alors je ne Ok. sais pas si des gens ont joué à Gears of War 3, mais c'est un peu une franchise qui, je pense, enfin le temps lui a donné un peu raison. C'était un peu mal aimé. Enfin, c'était gros succès, etc. Mais une assez mauvaise réputation à l'époque pour des raisons gameplay et aussi de story, parce que c'est vraiment des histoires de gros bonhommes avec des grosses armures et ça Story, la tronçonne des direction monstres, artistique etc. de Guild Ouais. Software, Et ouais. du coup, c'est pas forcément ce qui paraît le plus subtil. Et pourtant, dans le jeu, il y a une scène qui m'a vraiment ému. C'est la mort d'un personnage. Je vais pas exactement spoiler, mais je pense que les gens, enfin, il y a un peu prescription. C'était il y a plus de 10 ans, mais je me souviens avoir été ému. Alors après, c'est dans une cutscene, etc. Donc en fait, on est très proche finalement de ce que fait le cinéma. Donc Mhm. c'était pas finalement si étonnant, mais c'est vrai que c'est la première fois, et particulièrement dans un jeu très testostéroné où j'étais en mode ouais, ça c'est le jeu. On faisait en coop avec les potes, avec mes frangins et tout, tu vois, et on se marrait bien. Il y avait de la punchline façon actionneur un peu 80 débile et tout. Ouais. Et d'un coup, on a fait cette scène et on s'est regardé en mode mais putain, on est en train de pleurer là, le perso il est mort et tout, c'est chaud. Et derrière, ça enclenche une espèce de ouais de ferveur en fait et de spleen. Enfin, il y a un côté un peu ouais, je vais tous les buter. Mhm. Et en fait, le jeu recalme l'intrigue alors que c'est un truc hyper voilà, c'est un jeu d'action, c'est Ouais, un shooter. tout Donc s'arrête, quoi. voilà, en fait, et d'un coup, c'est une vraie pause et ça m'avait beaucoup marqué. Et un peu dans la même lignée, même si le jeu, je pense, peut-être est même plus vieux encore, mais je pensais à tous les moments très sensoriels parce que, en fait, quand tu parles de scènes de jeu, bah, en fait, l'écriture, c'est un peu comme quand les gens disent Mad Max Fury Road, il n'y a pas de scénario. En fait, si, il y a un scénario. C'est pas forcément parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. Ouais. Et c'est encore plus vrai, je pense, pour le jeu vidéo, parce que pour le coup, les gens s'en rendent pas compte de tout ce qu'on a besoin d'écrire, de ce qu'il y a pour les menus, en passant par voilà les dialogues effectivement et les cutscenes, mais aussi des trucs vraiment très, parfois très limités, de dire, moi ça m'est arrivé dans mon expérience, de dire, bah il se passe quoi dans cette scène en termes gameplay, quoi. Comment on fait pour que le Mhm. joueur il kiffe? Et donc du coup, bah, moi je sais que notamment un Call of Duty comme Modern Warfare, alors le premier parce que je suis vieux, donc c'est pas le remake de 2019, mais qui est d'ailleurs pas vraiment exactement un remake, mais bref, il y a une scène c'est un flashback qui se passe à Pripyat en Ukraine et j'avais trouvé que c'était mais hyper bien écrit au sens où la scène était extraordinaire. Enfin, c'était un espèce de parce qu'en plus c'est souvent des trucs soit empruntés à Spielberg ou à Michael Bay. Donc là, tu sens encore beaucoup le truc du Ouais. cinéma. Mais j'étais en mode le fait de le jouer. D'un coup, ça prenait une dimension complètement dingue. Et là aussi, c'est une scène d'infiltration dans un jeu qui d'habitude un peu tire
tout le temps, quoi. Et il y avait un truc où on te dit, vas-y, appuie sur un bouton et allonge-toi, et tu t'allonges et t'as toute une armée de mecs qui passent. Et tu sais que si tu tires, tu perds, et tu peux le Ouais, faire, et le jeu te permet de le faire, et donc tu meurs instantanément. c'est ça. Donc c'est assez ridicule. D'ailleurs, tu peux même pas essayer de te battre. Mais il y avait ce côté, putain, c'est fort, je suis dans l'herbe avec ces mecs-là et tout. Alors qu'en plus, enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, je rejoue à la scène, je suis en mode, bon, bah, j'ai vu beaucoup mieux, beaucoup plus beau, beaucoup Oui, plus bien fort sûr. depuis. Mais à l'époque, j'étais complètement retourné par ces scènes-là, donc ça m'est venu aussi à l'esprit. Et après, dans des choses où vraiment la narration m'a plus touché, en mode, ok, là, je suis en train de jouer à quelque chose qui est très fort et très spécifique aux jeux vidéo. Je fais la transition, c'est aussi un shooter, mais je le conseille pour le coup à tout le monde, y compris aux gens qui aiment pas forcément les jeux de tir. Mais il y a un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line, qui est en partie écrit par ah mince, d'un coup j'ai perdu son nom, mais ça va me revenir. En gros, un narrative designer qui a notamment théorisé un petit peu aux États-Unis, son expérience, mais a transformé un peu sous forme de voilà. Le bouquin s'appelle Significant Zero, donc j'ai perdu le nom de l'auteur, mais Mhm. voilà, c'est un bouquin là-dessus sur son expérience de comment lui qui était je crois QA au départ, donc testait les jeux, Ouais. est devenu un narrative designer. Et c'est super intéressant parce qu'en fait c'est un jeu qui a une narration complètement folle avec des twists dans tous les sens, des choix moraux tout le temps, et qui retourne un peu le cerveau sur est-ce que les shooters ne sont pas un outil de propagande impérialiste? Et la réponse est Oh, évidemment oui. oui. Euh, et effectivement, en fait, il y a ce truc qui est super intéressant autour de ça, et ça n'existait pas en fait. Ça n'existait pas au D'accord, départ. le mec Donc a c'est un jeu qui a défini. été conçu au Ouais, départ en mode oui, il faut relancer cette licence Spec Ops. d'accord. Et en fait, le jeu n'avait rien de spécial à part une mécanique autour du sable, je crois, parce que ça se passe dans une ville un peu futuriste aux Émirats Arabes Unis, je crois. Et en fait, d'un coup, il y a une tempête de sable, et donc en fait, tu as une mécanique, tu peux tirer sur tu sais, des fois, en fait, les trucs sont ensevelis de sable, Oui, donc si tu tires dans les fenêtres, le sable tombe, ça enlève ça les rentre ennemis, etc. dedans, ça remplit Donc le. Ouais, ok. c'était ça leur truc et la narration. Et en fait, la narration un peu méta et assez complexe, assez avancée, te permet de faire des trucs assez cool dans Spec Ops The Line. Donc typiquement, il y a par exemple un moment de dire, t'as des mecs qui se font justice dans la rue. Est-ce que tu les laisses se faire justice? Est-ce que tu tires sur les mecs qui font justice et que tu sauves le gars? Ou est-ce que tu essaies de trouver une troisième solution? Et le jeu a vraiment trois solutions Ouais, et les c'est vraies assez trois fort. solutions sont proposées. Ça, c'est Exactement. intéressant, ça. Et surtout, c'est plutôt bien, plutôt bien écrit. Donc, je le conseille vraiment là-dessus. Et après, des vrais jeux, enfin, je monte à chaque fois d'un cran. Mhm. Red Dead Redemption, le premier, euh, fait quelque chose, et je pense le 2 encore plus, même si je pense que c'est moins accessible, fait quelque chose de l'ordre, tu vois, quand je te parlais de Call of et de dire c'est bien écrit parce que je suis dedans, Ouais, littéralement ce côté immersif, il vient pas juste des graphismes pour moi, et il vient pas non plus de tout le reste, enfin il vient un peu de bien sûr ouais. toutes les équipes, mais ça commence peut-être aussi de dire c'est quoi le rythme qu'on donne, quelle respiration on donne au jeu. Et moi je trouve que Red Dead, je sais pas trop le dire autrement, j'ai pas trop théorisé parce que je rencontre pas beaucoup de gens qui ont fait les deux de A à Z. Ouais, sur Euh, Rockstar. Exactement. Mais alors, il y a aussi ce côté un peu, ouais, Rockstar, c'est les meilleurs, tous les autres, c'est pas des jeux, il n'y a pas de narration, etc. Donc ça m'énerve un peu aussi. Mais pour le coup, dans Red Dead spécifiquement plus que les GTA, tu vois, c'est vraiment ce côté respiration, tu vois. En fait, j'adore les westerns. Je crois que je les ai jamais aussi bien compris et appréciés que dans un truc qui digère les westerns et qui te met au cœur du truc et qui te laisse, tu vois, être avec ton Ouais. cheval et organiser le truc, Il y etc. Ça a, va. il y a tout Vas-y. un truc, ouais, au niveau, tu parlais de respiration, et c'est vrai que dans Red Ouais. Dead, il y a, oui, vraiment tout un soin qui est apporté au temps, au déplacement, le Hmm. sound design aussi qui vient vraiment t'envelopper Ouais, dans quelque chose de fou. de, c'est enivrant en fait. T'es Ouais, enivré dans complètement. cette époque qu'on a tous fantasmé, comme tu disais, par les films dans le western, et ça a été rendu possible grâce justement aussi au rythme de narration, ouais, clairement. Ouais, et je pense que le 2 le fait encore plus loin, et certains diraient trop loin, et ils auraient raison. Mais vraiment, c'est un jeu où te fait sentir. En plus, le 2 il y a un côté spatial, enfin voilà, géographique, et il y a un côté aussi temporel de dire c'est la fin d'une époque, et c'est des cow-boys, des hors-la-loi qui sont rattrapés par une autre époque, mais Mm. qui est finalement aussi beaucoup plus dur. Et ça, quand t'as fait les deux jeux, tu te dis, ah putain, il se passe un truc. Alors qu'en fait, le 2 est un préquel au Ouais, premier, donc quel du c'est premier, assez bien sûr. inintéressant. Mais il y a vraiment, ils ont réussi à ajouter un axe. Ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que, effectivement, le 2 est beaucoup plus gros. Je crois que si tu fais le 2 à 100%,
c'est même pas, ouais, si tu fais le, non, pardon, si tu fais le premier, Ouais. toute quête principale et quête secondaire incluse, c'est même pas aussi long que la quête principale du 2. Donc Oui. c'est juste complètement insensé. Mais c'est fou. Enfin, je trouve que l'impact physique que ça peut avoir là-dessus, on est vraiment, et en fait, le fait que ça te fait réfléchir au choix, etc., à trucs de cette époque-là, je trouve ça assez ouf. Et après, dans des jeux plus indés, parce que là j'ai cité que des gros trucs à gros budget, donc Avec ce des qu'on appelle, flingues et... c'est ça, que du triple A, donc les blockbusters des jeux vidéo. Et en indé, je pensais forcément à un jeu que j'ai joué en 2021, qui est sorti en 2020 ou en 2019 peut-être, qui s'appelle Disco Elysium, dont l'industrie a pas mal parlé, qui est en gros Ouais. un jeu de rôle, enfin un CRPG comme on dit, plutôt européen là, pour le coup, même en fait est européen. Moi, j'ai travaillé chez Wargaming, qui est une société biélorusse à la base et qui engage énormément de gens de l'Europe de l'Est. Et j'ai été à Minsk en 2018. Et en fait, c'est vraiment un jeu qui parle de l'Europe et notamment de l'Europe de l'Est dans d'autres termes, parce qu'en fait, ils inventent voilà des langues et des pays, etc. Mais on sait reconnaître, c'est des mélanges un peu Ok. intéressants. Et on sait reconnaître un peu c'est quoi les inspirations. Donc il y a la Commune, il y a la Révolution française évidemment, mais il y a aussi la fin de l'Union soviétique et tout. Enfin, il y a le fascisme. Et c'est vraiment un jeu qui te permet de déjà d'incarner des trucs complètement Non insensés. mais Genre clairement. tu peux être fasciste ou communiste dans ce jeu, tu peux être anarchiste, tu peux juste te bourrer la gueule et finir le jeu en quelques heures en faisant n'importe quoi. Et c'est un jeu d'enquête en fait Mhm. sur lequel tu dois résoudre seulement une enquête mais qui a des ramifications dans tous les sens. Totalement folle, ouais. Et là, en fait, je parle beaucoup, je me rends compte de cet aspect technique, mais ce qui m'a beaucoup marqué, encore une fois, c'est cette idée de entre la musique et les dialogues. Et c'est un jeu qui utilise super bien un cliché de film noir et de roman de gare, en gros de monologue interne. Donc là, c'est même en fait des émotions. Je sais plus si c'est exactement les émotions. En gros, on a un certain nombre de personnages internes à notre personnage qui nous parlent et qui ont des voix un peu cheloues parce qu'ils ont fini par doubler le jeu, qui au départ était tellement ambitieux, n'était donc pas doublé pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, maintenant, le doublage est aussi excellent, l'écriture est excellente. C'est des gens qui n'écrivent pas dans leur langue qui ont fait ce jeu. Donc moi, ça me fait toujours un peu Ouais, alors, halluciner. c'est fou parce que c'est vrai que moi, je l'avais commencé, Disco Elysium, et je l'ai Ouais. pas fini parce que le jeu m'a recraché sauvagement. Ah J'ai oui, un c'est très mur dur. qui... Ouais, c'est très dur. Un jour, je le retenterai sans doute, mais c'est vrai que quand j'avais vu que c'était, comme tu disais, des gens qui ont écrit avec un tel niveau d'écriture, pas dans leur langue, ça impose un certain respect quand même. Ouais, c'est un collectif d'artistes en fait, le studio à l'origine, et je crois qu'ils sont un peu d'ailleurs un peu dans la tempête là ces derniers temps, parce que je crois qu'ils travaillaient sur un Disco Elysium 2 et qu'il y a une adaptation qui est prévue chez Amazon. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est le truc qui a un peu implosé en fait entre les comment dirais-je les ambitions un peu de chacun, alors qu'à la base effectivement je crois que c'est un RPG qui était papier, que le créateur enfin et le donc le game director et le narrative designer principal du jeu avaient créé avec lui et ses potes et ce fameux collectif. Et donc c'est des poètes, des peintres, des musiciens. Enfin il y a vraiment un côté un peu ouais très pour le coup assez communard. Alors après bon voilà, c'est un jeu qui a explosé, qui je pense est un best-seller, etc. Donc les comparaisons politiques sont ce qu'elles sont, mais je trouve que c'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est super intéressant. Après, c'est aussi beaucoup un jeu qui est pas mal monté en épingle aussi parce que il est, je pense, vraiment excellent dans ce qu'il fait. Par contre, je suis persuadé que c'est un jeu qui est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est Non, 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 vraiment, c'est âpre, hein. À appréhender, c'est un peu âpre, mais ouais, voilà. il est unique en tout cas. Mais il est unique. Ouais, il a cette capacité d'être vraiment un jeu unique, et je pense il démérite pas d'avoir été autant mis en avant et Non, c'est clair, c'est clair. Et le dernier exemple que j'avais en tête, et comme celui de Disco Elysium, c'est assez récent, c'est du coup Hades, donc de Supergiant Games, qui était, si je dis pas de bêtises, mon premier jeu Supergiant Games. ok, Et moi j'ai fait, en fait j'ai fait tout à l'envers. Enfin, je suis parti d'Hades, et qui pour le coup, enfin par rapport à ce qu'on disait sur Disco Elysium, est aussi très ambitieux d'un point de vue narration, et d'un point de vue écriture et d'un point de vue design aussi, parce qu'en fait on dit aussi narrative design parce que c'est pas que de l'écriture, c'est aussi de la planification, imaginer comment on rebondit, comment les mécanismes interagissent entre eux. Et Hades c'est super bien dans le sens où c'est donc un jeu qu'on appelle roguelite, donc cette idée où on n'arrête pas de mourir. Et en fait, la plupart de temps, ces jeux n'ont pas une grosse narration parce qu'en fait, c'est pas très crédible de mourir à répétition. Donc, c'est difficile de raconter une histoire. Sauf que là, bah, ils ont pris les enfers donc dans la mythologie grecque.
Et on a les cercles de l'enfer qui représentent les niveaux du jeu. Donc ça, c'est mon terme. Voilà, pour Ouais. moi, ça, c'est de l'écriture, c'est du C'est de game la design. super écriture. Voilà, c'est une écriture qui est un peu transversale, un peu voilà, que je trouve super brillante. Et après, les personnages que je choisis sont super bien, les intrigues sont super bien, les mécanismes d'écriture sont complètement dingues. Bon, je pense que c'est un jeu qui a, je crois, pour avoir regardé 2-3 conférences là-dessus, en gros, il a l'épaisseur d'un et le nombre de mots d'un roman et demi, voire deux. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi, alors que c'est plutôt un jeu orienté action, mais dans Ouais. lequel en fait on peut complètement se perdre dans des dialogues, des trucs de narration complètement dingues, et que moi je trouve fou. Et notamment en fait, j'aime beaucoup cette idée que c'est là. Si le joueur fait pas attention, c'est pas grave. Il peut quand même finir le jeu et s'arrêter en fait une fois qu'il a décidé que bah en fait il avait fini, mais il peut continuer un peu bah, pas ad vitam aeternam, mais d'ailleurs il y a une suite qui est en préparation, mais il y a quelque chose de l'ordre de en fait tu te perds parce que le reste du jeu est tellement bien pensé que la narration te fait aimer le gameplay si t'es pas un gros tryharder, et c'est mon cas. Et si t'es un gros tryharder, peut-être que la narration est suffisamment bien faite pour que tu t'intéresses au jeu, aux personnages, Exactement, enfin ouais. à l'intrigue, aux personnages, etc. Donc c'est super bien et c'est tellement beau. Les jeux de Super Giant Games, de Ils manière sont générale, magnifiques. ont J'ai cette. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, non, ouais, je vais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, on a fait un épisode sur Super Giant Game aussi dans le podcast. Ah, je vais Et l'écouter. Je ne savais pas. et voilà. Et bah tu le sais maintenant. Et ouais, justement, la direction artistique est assez incroyable, notamment sur Pyre, que je trouve un de leurs jeux les plus sous-estimés. C'est mon préféré de Super Giant Games. Mais moi aussi. Et je trouve qu'il est vachement sous-estimé. Il avait pas marché quand il est sorti et tout ça. Mais il y a un univers qui est fou proposé Ouais, il est dedans. ouf. Et il est déchirant dans son, bah, tu vois, dans Mm. ses mécaniques. Devoir faire, comment ils appellent ça, s'élever, c'est ça? C'est Ouais, le, c'est ça. Tu dois choisir qui quelque part en fait survit à tes aventures quoi à et chaque c'est fois. ça exactement. Et ça, c'est Mm. assez déchirant. Et en termes d'écriture, voilà, c'est fou aussi. Ouais. Donc Et voilà. c'était pas toujours, enfin c'était pas doublé. Enfin en fait il y avait du ce qu'on appelle du gibberish en fait. On entend juste des Mhm. langues qu'on ne comprend pas. Et c'était écrit à Death, tout est doublé. Donc c'est Ouais, complètement oui, c'est vrai insensé. qu'à Hades, il y a absolument tout ce que il y a les musiques Ouais, aussi, là, une musique ouais. incroyable et tout. Ouais. Ouais, à chaque fois, en fait, c'est quasiment tout le temps. D'ailleurs, enfin, c'est la même équipe qui travaille depuis Bastion, leur premier jeu, jusqu'à Hades, grosso modo, et avec des gens qui ont aussi un peu des trucs très, enfin, des métiers très différents, mais enfin, ils font tout. Mhm. Enfin, le gars qui double dans tous les jeux Darren de, Korb, qui est c'est le ça. compositeur musical, ouais. Ouais, c'est fou. Bon, après, ça, c'est des, entre guillemets, entre gens de grande qualité, on s'envoie ces anecdotes et en fait, on les connaît tous. Mais non, moi, je trouve que c'est assez ouf. Et effectivement, moi, je conseillerais beaucoup bah, Pyre ou même en fait le faire de manière chronologique parce que Bastion est pas spécialement un jeu très dur, mais il a un concept qui est super intéressant. Et il y a toujours cette idée de, moi, c'est des jeux que j'admire par rapport à ce côté un peu diamant brut, tu vois, Mhm. enfin pas brut justement, il est plutôt poli, mais ce côté vraiment toutes les faces se connectent bien entre elles, sauf peut-être en fait finalement un peu Pyre qui a le plus d'aspérité parce qu'il y a un écart assez ouf Mhm. entre un jeu quelque part de sport et sinon un système, une mécanique qui fait référence à un très vieux jeu, un des premiers jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle The Oregon Trail, où en fait c'était tu gérais une caravane avec des gens qui traversaient les États-Unis d'est en ouest, il me semble. Ok. Et en fait, tu dois gérer. Et en gros, ça génère aléatoirement, de manière en fait, du coup, procédurale. Tiens, il y a tu vois, il y a un ruisseau. Tu perds une roue sur ta caravane. Et en fait, tu dois gérer au départ combien de gens t'emmènent. T'as un petit peu des ressources, etc. Et c'est tout bidon. Enfin, tu sais, c'est très limité en fait en termes de direction artistique, on va dire, parce que c'était les moyens de l'époque. Oui, bah Et bien sûr. c'est quasiment en fait que du texte. Enfin, c'est même que du texte. Hein. Il n'y a pas de gameplay à proprement Bah, parler, si ce n'est faire des choix. les premiers Elder Scrolls aussi sont quasiment, si je Ouais. dis pas de bêtises, sont que du Bah, texte aussi t'as ce quasiment. truc là, voilà, et tu retrouves dans celui-là. Et c'est un jeu qui est assez que moi je ne connaissais pas avant, mais qui aux États-Unis et pour les gens qui sont des gamers qui apprécient en fait du coup effectivement ce côté comment tu connectes la narration, tout le reste, qu'est-ce que tu racontes via un système, c'est genre un peu tu vois le truc quoi. Ouais, c'est un maître Et il y a étalon, même quoi. un épisode, je crois, des Simpsons qui y fait référence.
danse. Enfin, il y a des trucs. Ok, Enfin, c'est un truc assez. C'est ces trucs qui sont à la fois populaires mais en même temps très pointus. oui. Et je pense que peut-être même pas de manière. J'ai jamais fait de recherche, mais peut-être de manière accidentelle. Payer avec ce truc de caravane et ces événements qui se passent, etc. Il Ouais, fait quelque part un petit peu référence. Donc c'est un grand écart assez ouf souvent dans leur jeu. Mais il y a des partis pris qui forcément le respect. Juste par exemple même Bastion, non pardon, Transistor, l'héroïne qui ne parle pas, enfin qui a perdu sa voix, etc. Enfin c'est complètement ouf. Le système de game design aussi. Enfin non, c'est des super jeux. Donc ouais. faites-les. Ils sont à 80% en ce moment sur Steam. Je sais pas si quand est-ce que sort ce podcast, mais ils valent tout Il va l'argent du monde. sortir Donc la semaine prochaine, donc normalement, enfin dans la semaine donc où il est enregistré, donc normalement on sera encore bon sur les ok, promos. ok, super, super. Je fais la promo d'un studio qui n'est pas le mien. J'espère que je pourrai être engagé un jour. Voilà. Écoutez, tout a été dit maintenant. Tout a été dit, c'est clair. Et donc justement pour en parler de studio, c'est à quelle étape du projet toi, enfin que tu vas Et intervenir, on va dire. bah, en fait, ça dépend. Je fais ce petit préambule-là. Ça dépend pas mal des entreprises, des projets, de la façon dont elles gèrent ces projets et aussi de, bah, c'est quoi le jeu sur lequel on travaille. Parce qu'il faut aussi se souvenir, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais que tu l'as un petit peu dit d'ailleurs dans ton intro. C'est-à-dire qu'au départ, la narration dans les jeux vidéo, c'est pas forcément, c'est un truc un peu secondaire. Et encore aujourd'hui, c'est un truc un peu corrélaire en fait. On ne sait pas exactement où on se positionne et ça dépend pas mal des genres, des studios et des projets. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Par contre, il y a un truc qui change avec les autres médias qu'on a mentionné dans ta première question, c'est que bah, les autres médias, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, moi je lis un livre, mais l'histoire, je m'en bats les couilles. Ce que j'adore, c'est de lire des mots, tu vois, et de les C'est entendre vrai. dans ma tête. Ça me transcende. Alors qu'en fait, potentiellement, tu as des gens qui vont jouer à des jeux vidéo et qui te disent, alors moi je joue à des jeux, mais dès qu'il y a une cinématique, je la passe, je n'écoute pas les dialogues et je m'en fous. Exactement. Et ça, c'est un peu un problème, c'est un peu un fléau, mais ça peut aussi se comprendre. Mais il y a encore des gens, y compris même, je pense, des critiques, des théoriciens, etc., du jeu vidéo, qui disent, voilà, les jeux vidéo, c'est des systèmes, c'est pas la narration, etc. Donc, faut pas aller même entre guillemets emprunter aux autres médias ces trucs-là. Je les appelle les théoriciens du Super Mario Bros. Ouais, bah il y a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Alors après, pour le coup, moi, j'ai jamais été un grand fan des jeux Super Mario par rapport à ça, et aussi parce que je suis très nul aux jeux de plateforme, il faut le dire. Mais effectivement, il y a un petit côté, il y a plein de genres de jeux qui n'ont pas forcément besoin de narration. Mais on retombe quand même sur ce qu'on disait avant, c'est que en fait, même quand il n'y a pas de dialogue, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de narration. Et même quand il n'y a pas vraiment de narration apparente, il faut quand même des fois écrire des petits textes, des petits machins, des petits trucs, et où penser globalement c'est quoi l'expérience du jeu. Donc je sais pas, il y a bien un mec qui un jour s'est dit bah tiens, le château de Bowser, ça serait sympa qu'on soit dans telle Oui, ambiance, etc. Donc au final, le poste de narrative designer des fois pas si différent de celui de game director ou de réalisateur d'un film, c'est-à-dire qu'en fait tu touches un peu à tous les, t'as un avis sur tout quoi, si j'ose dire, parce qu'en fait l'histoire qu'elle soit centrale ou très ténue, c'est un peu ce qui connecte tout le reste. Et on sait très bien que l'histoire de Super Mario, c'est Mario qui va sauver Peach, mais effectivement, enfin là, c'est marrant parce que le film va taper son milliard bientôt, quoi. Mais tu oui, te c'est dis, vrai. au final, il n'y avait pas vraiment besoin d'histoire plus que ça, mais on s'y intéresse, tu vois, finalement à ces personnages. Donc moi, quand j'interviens, ça dépendra toujours de avec qui je travaille et sur quoi je travaille. Et donc typiquement, si j'ai la chance d'être là dès le début du projet, et c'est assez rare, hein, pour être honnête, là je dois faire un peu de pub pour mon studio, enfin pas mon studio que j'ai créé, mais le studio qui m'emploie Mhm. actuellement, Enroad, donc avec qui je travaille sur l'adaptation de Goldorak. Qui m'a permis de venir sur le projet, enfin m'a invité à venir sur le projet dès la pré-production. Et en fait, comment ça se passe une pré-production de jeux vidéo? Il y a ce fameux game design document dont on parlait la dernière fois. Et en gros, on bosse avec les gens qui prototypent une sorte, bah, en fait, comme ce que vous avez souvent avant la sortie d'un jeu, c'est-à-dire une bêta ou une démo. Mais beaucoup moins avancée et surtout très prototypale, c'est-à-dire que sur pas mal de trucs, on ne sait pas encore où on va, mais on essaye. Et on appelle ça souvent une vertical slice, donc enfin, comme une sorte de part de Mhm. cake, quoi. C'est un peu ça la métaphore. Et du coup, tu goûtes un peu au jeu, tu vois.
Donc souvent, Ouais. c'est pas forcément le premier niveau, c'est un niveau où tu vas avoir le plus de mécanique possible. Tu vas avoir un peu de narration, donc on va caster peut-être un acteur ou deux juste pour ça, ou on va faire les voix nous-mêmes en nous amusant. Ça permet de valider ou non un projet auprès d'un éditeur, en gros. En gros. Euh, et en très court, parce que je pense à tout le travail qui est Oui, passé derrière ouais, la bien sûr. vertical slice, et je me dis ouais, j'ai vraiment résumé. Tout ça pour dire que en fait, si j'ai la chance d'être là dès le départ, bah moi ça va être beaucoup pour cette fameuse pré-production, parce que il faut beaucoup taffer sur cette vertical slice, cette démo. Il faut aussi présenter au monde entier, enfin en tout cas aux éditeurs, qu'est-ce que va être le jeu sur tous les autres aspects. Et donc, ça veut dire c'est quoi le gameplay, le décrire, si c'est pas dans la démo, l'expliquer, bah voilà pour l'histoire, les personnages, etc. Bah il faut le faire, faut le mettre quelque part. Et donc par exemple moi dans le cas de Goldorak dont je peux un petit peu parler maintenant que le jeu a été annoncé, bah c'est une adaptation donc on pourrait se dire bah finalement Thibaut t'as pas grand chose à faire, t'écris les dialogues de la démo et puis c'est et en fait non parce que du coup on se dit bah du coup comment vous adaptez ce truc là et qu'est-ce qui se passe avec les personnages, quel changement vous faites par rapport à l'original etc. Donc il y a toujours du taf beaucoup en pré-production. Après, on rentre dans une première phase où on est dans la conception, le jeu il est validé, donc là il y a une première version en gros du scénario, là aussi je résume très vite, et on enchaîne, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce côté itération, bah voilà, on enchaîne conception et itération, Mhm. et donc quand on itère, bah, moi je repars pour une version du scénario qui doit incorporer parfois des changements assez drastiques sur d'autres éléments. Donc, je donne un exemple un peu au hasard, c'est si on invente un jeu, Karl et moi, où on peut faire, on a une voiture volante. Bah en fait, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire en sorte que la voiture ça soit cool, qu'elle vole, et ben on se dit bah tant pis, elle sera plus volante, ce sera juste une voiture. Et sauf que moi j'ai écrit une histoire où ça se passait à la fois quand on était dans les airs avec la voiture volante et quand elle était sur Terre. Et ben il faut que je réécrive l'histoire Ouais. avec 50% Donc, de contenu si tu veux, enfin de contenant plutôt ouais. en moins. Et donc ça, en fonction du nombre de phases de conception, itération qu'il y a, et ben je peux réécrire, je peux être voilà appelé à revenir, à réécrire, etc. Euh, donc ça se fait un petit peu en fonction des projets, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont faits, ils ont une production de 2 ans, c'est très arrêté, on sait qu'on va pas dépasser parce que c'est pas des mondes ouverts, c'est pas des jeux où il y a une narration qui est très ambitieuse, etc. C'est juste un jeu, je sais pas, voilà, très dans les mécaniques un peu, je sais pas, typiquement, voilà, jeu de bagnole, jeu de sport, je sais pas quoi, et donc en fait, ok, on sait très bien sur quoi on va, encore que, hein, on n'est jamais à l'abri que voilà, Oui. que soit un truc se passe mal ou que soit un truc se passe tellement bien qu'on ait envie un peu de le pousser, ça arrive aussi, il faut aussi en parler parce que les jeux sont pas toujours en retard pour des mauvaises raisons. Et donc, du coup, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et moi, généralement, ça veut dire que quand même, je termine souvent en avance. C'est-à-dire que quand les gens disent, OK, on enlève ce fameux gameplay aérien, tout le monde rebosse sur la partie terrienne. C'est plus rapide pour moi de réécrire l'histoire, souvent, même quand il y a beaucoup à refaire, que tout le monde repasse sur la partie voilà terrienne de ce jeu hypothétique. Donc souvent je termine un peu en avance et donc là on est dans une phase et c'est le cas actuellement sur Goldorak quand je dis on est dans une phase où je m'invite à d'autres réunions et je déborde un petit peu sur d'autres sujets. Et c'est le cas quand même globalement de tous les narrative designers que je rencontre. En fait, on fait pas juste notre taf. Ça veut pas forcément dire qu'on fait des heures supplémentaires et que nous sommes des anges sur Terre, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, en fait, par rapport aux jeux vidéo, tu peux pas juste rendre ton scénar et te dire ok, un réalisateur va l'adapter, moi je suis payé et je n'en Ouais, parle non. plus, tu vois. Faut que tu sois là pour savoir respecter, ok, donc moi mon intention quand j'ai écrit ce truc là, est-ce que tel acteur qui a doublé cette ligne il est bon, il est dedans, est-ce que ça correspond à ce que tu vois, c'est un exemple tout con que je peux donner parce que ça révèle rien du jeu, mais là ce matin je me disais bah tiens, mon personnage dit il faut attraper les restes du pont, mais c'est toujours pas fait d'un point de vue artistique. Donc, est-ce que ça va être un pont? Et donc, mon taf est un peu de dire, tiens, j'ai joué au jeu, je vais aller vérifier si les artistes vont bien faire un pont. Parce que s'ils décident de faire un arbre, c'est problématique. Oui, Donc c'est vrai. c'est un peu
Donc là, je suis un peu dans je suis un peu dans un métier plus de testeur et de QA. Des fois, je vais être plus dans un métier presque, tu vois, de dire, bah, je vais être plus game designer en disant, tiens, j'ai remarqué que telle attaque, elle faisait 50 dégâts, mais que du coup, telle autre, elle en faisait 60. Ça crée pas le sentiment d'urgence que j'aimerais amener dans cette scène en termes de narration. Alors, ça donne un peu l'impression que tout part de la narration, ce qui est généralement pas le cas, mais si on s'investit dans un projet et qu'on a la chance d'être en CDI et enfin voilà en contrat en tout cas avec un studio pendant assez longtemps, bah, c'est le genre, je pense, de travail qu'on a à faire, et c'est mon cas, et j'en suis reconnaissant envers Enroad, c'est que bah, du coup, je peux aller plus loin dans les détails et dans l'amélioration en fait de ce projet. Et ça change mine de rien énormément de choses. Je pense à la qualité de la narration, pas forcément des dialogues en soi, mais je pense que ça fait un jeu qui est un peu plus beau, hein, et qui a un emballage, un enrobage un peu plus sexy. Et comme le sont par exemple les jeux de Super Giant Games, je pense qu'il y a des Ouais, gens qui passent des heures à jouer à leur jeu et à se rendre compte de tous les trucs et à aller très très loin dans les détails. Après, vu que c'est des gens qui se connaissent depuis des années, voire même, moi, je pense plus de 10 ans, voire peut-être même avant qu'ils commencent à faire des jeux, bah, ça aide à travailler main dans la main, quoi. ouais, clairement. Donc voilà un petit peu, du coup, beaucoup au début, pas mal tout du long, et parfois un petit peu à la fin quand il y a une urgence. Mais là, forcément, je passe aussi sur des choses, enfin, je refais une boucle en fait. Et je travaille Mhm. sur le prochain projet qui est en pré-production. Donc là, on a de nouveau beaucoup besoin de moi pour écrire des dossiers, du lore, etc. Ok. Alors, ce que je propose maintenant, Thibaut, c'est qu'on va faire, on va se retrouver plus tard. On va rentrer plus rapidement, plus intensément dans les détails de Mhm, comment tu travailles sur le jeu vidéo et sur quel genre de projet t'as déjà travaillé. Là, tu as déjà parlé de Goldorak notamment. Et mhm. on va faire ça dans une deuxième partie. Je te remercie et à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et portez-vous bien. Bisous. Bisous.